J'ai vu un article passer au hasard dans la presse et il y a un truc qui m'a pas mal marqué. Dans un peu plus de 3 ans, Vladimir Poutine dépassera le record de longévité de Staline et deviendra le chef d'État russe resté le plus d'années au pouvoir. Depuis 1999, il tient les rênes d'une Russie tristement déclinante, marquée par les frustrations militaires et les récessions économiques. Mais d'un autre côté, il a quand même instauré son culte sur la scène internationale. Une restauration autoritaire de l'État, une politique étrangère ultra agressive et des élections complètement légitimes. Le peuple russe a fini par s'habituer à son visage et toute hypothèse de révolution semble désormais bien évaporée. Et comme on peut difficilement imaginer Vladimir Poutine démissionner de ses fonctions, cela laisse suggérer qu'il gouvernera le pays jusqu'à sa mort. Qui succédera réellement à Vladimir Poutine? Qu'en sera-t-il de la guerre en Ukraine, du bras de fer avec l'Occident, des accords avec la Chine? Installez-vous confortablement car la Russie risque de connaître des années de succession mouvementée au cœur de la géopolitique mondiale. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Déclic. Avant de commencer, il est important de rappeler que tout ce qui va suivre dans cette vidéo reposera principalement sur des suppositions. On se projette vraiment, on fait une vidéo scénario. On essaye bien sûr de tirer des explications les plus claires et les plus neutres possibles. On va essayer de dresser des hypothèses les plus probables sur la succession de Vladimir Poutine à l'instant T. Mais évidemment que les choses vont évoluer et que rien n'est à prendre au pied de la lettre. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter pour soutenir notre travail. Nous, ça nous encourage beaucoup à poursuivre de nouvelles vidéos et ce, plus rapidement. Depuis plus de 2 décennies, Vladimir Poutine façonne la Russie autour d'un pouvoir centralisé. Une verticale autoritaire où les contre-pouvoirs sont réduits à leur plus simple expression. Sur le plan intérieur, il a renforcé le contrôle de l'État sur les médias, marginalisé l'opposition et surtout instauré un système politique dominé par des élites loyales. Vous êtes un peu agressif comme journaliste. Pourquoi pensez-vous qu'une guerre approche? Pourquoi essayez-vous de faire peur à tout le monde? Parce que l'Ukraine n'est pas loin d'ici. Il a des yeux, il vous regarde, il vous fixe comme ça, il répond, vous savez, cette question-là, les journalistes russes, ils me la posent pas. Sur la scène internationale, son mandat s'est caractérisé par une politique étrangère particulièrement agressive visant à restaurer l'influence russe dans le monde, de l'annexion de la Crimée en 2014 à l'intervention militaire en Syrie, jusqu'à évidemment la guerre en Ukraine en 2022 qui est en réalité le point culminant d'une confrontation durable avec l'Occident. Формат конференции дает мне возможность избежать излишнего политеса и необходимости говорить округлыми, приятными, но пустыми дипломатическими штампами. Формат конференции позволяет сказать то, что я действительно думаю о проблемах международной безопасности. Ce système, bâti sur un équilibre entre élites politiques, économiques ou sécuritaires, sera mis au défi de perdurer dans ce que certains appellent déjà l'après-Poutine. Si officiellement aucune succession n'est annoncée, le Kremlin cultive depuis quelques années maintenant l'idée d'une transition ordonnée, ce qui est plutôt logique pour conserver ce qui reste de la puissance russe. Et au sein des réseaux de loyauté ou des figures montantes de la politique intérieure, une liste restreinte de successeurs potentiels commence à se dessiner. J'ai pu m'appuyer pour réaliser cette vidéo de l'enquête Systema, qui est une enquête super intéressante qui réunit 42 experts russes, que ce soit des politologues, des sociologues ou même des journalistes, mais qui sont tous russes. On y retrouve plusieurs grandes questions d'envergure concernant la succession de Vladimir Poutine, que ce soit les circonstances de cette transition justement, ou même le nom d'un potentiel successeur en Russie. Mais allez, on a assez tourné autour du pot. Qui sera le prochain chef du Kremlin? Il s'appelle Mikhail Mishustin, il est le nouveau Premier ministre en Russie, il remplace Dmitri Medvedev. Ce dernier a démissionné un peu plus tôt dans la journée, ainsi que tout son gouvernement. Dans le cas d'une succession stable, orchestrée par Vladimir Poutine en personne, le favori à l'heure actuelle s'appelle Mikhail Mishustin. Vous le connaissez peut-être, il est l'actuel Premier ministre de la Russie, et selon l'enquête Systema, près de la moitié des experts russes auraient avancé son nom en cas de choix délibéré de Vladimir Poutine. Ça s'explique donc pas seulement par le fait qu'il deviendrait président par intérim si Vladimir Poutine venait demain à démissionner ou à mourir par exemple. Et pourtant, Mikhail Mishustin, c'est peut-être de toute la liste celui qui possède le profil le plus éloigné
de ce qu'on attendrait d'un chef d'État. Avant de succéder à Dimitri Medvedev en 2020 au poste de Premier ministre, Mikhail Mishustin était un parfait inconnu de l'Occident certes, mais aussi de la plupart des Russes en réalité. Ingénieur de formation, il a travaillé un temps dans le service public avant de devenir directeur du service fédéral des impôts. De 2010 à 2020, il est salué pour avoir modernisé l'administration fiscale des Russes et augmenté le taux de perception des impôts. Il est décrit comme un gestionnaire efficace, un économiste qui connaît bien son métier avec très peu d'ambition politique. Parce qu'une grande réussite de Mishustin, je vais vous dire laquelle la grande réussite. On pense souvent qu'il a utilisé l'Internet, qu'il a utilisé l'intelligence artificielle quand il est devenu Premier ministre. Pas du tout. Sa grande réussite, c'est la transformation de l'économie de la Russie en économie de guerre. Mikhail Mishustin, c'est davantage le profil d'un technocrate effacé. Il n'appartient à aucun parti politique, ne s'occupe que très peu des questions internationales et dans les rares interviews qu'il donne, préfère parler de l'administration fiscale des Russes que d'un autre sujet plus épineux. Mais contrairement à la plupart de l'entourage de Vladimir Poutine, il est encore assez jeune, 59 ans. Et tandis que certains voyaient en Dimitri Medvedev l'âme d'un successeur, Mishustin, lui, par exemple, fait beaucoup moins de vagues. Après une unique bavure, c'était une sortie très critique de l'offensive en Ukraine, Mishustin semble avoir été remis en place par Poutine, ce qui fait un peu de lui une marionnette en réalité. Mais aujourd'hui, si Mishustin semble être le choix le plus logique pour succéder à Vladimir Poutine, il est difficile d'imaginer une telle perspective à long terme. Beaucoup pensent que Mishustin n'est rien de plus qu'un bras droit efficace à ce moment précis de la décennie, c'est-à-dire relancer l'économie du pays et éviter de embarrasser Poutine dans ses réformes constitutionnelles, lui permettant notamment de briguer un 6e mandat jusqu'en 2036. Un autre nom qui est souvent associé à Mikhail Mishustin dans ce registre de poutinistes modérés, c'est Sergueï Sobyanin. À 67 ans, Sobyanin est maire de Moscou depuis 2010 et c'est un ultra-loyaliste de l'entourage de Vladimir Poutine. De 2001 à 2005, il est gouverneur de l'oblast de Tyoumen, dans le sud du pays, à la frontière du Kazakhstan, avant d'occuper le poste de directeur du cabinet de Poutine à partir de 2008. Sobyanin est déjà, à partir de ce moment-là, l'un des principaux conseillers du chef du Kremlin. Mais la confiance que lui confère Poutine va vraiment commencer à partir des travaux de Sobyanin à la tête de Moscou. L'expert Alexei Makarkin explique qu'il a, je cite, un souhait personnel de transformer Moscou comme les autres capitales européennes modernes. Outre l'aménagement des bâtiments et le lancement d'une nouvelle ligne de train entre les quartiers de la périphérie, Sobyanin aménage le parc Gorky, un vestige de l'époque soviétique longtemps laissé à l'abandon. Les rues de Moscou sont propres, les quartiers cohérents, et très vite, Sergueï Sobyanin acquiert la popularité d'un gestionnaire discret, mais terriblement efficace. Personne ne conteste la réussite de la gestion de Moscou. La Moscou, surtout dans le contexte actuel, quand il y a la guerre, il faut comprendre que ce qu'on nous raconte à propos de la situation, notamment économique en Russie, c'est encore une fois, parfois, c'est à côté de la plaque. Quand vous visitez Moscou aujourd'hui, vous êtes étonné. Tous les journalistes qui viennent avec les préventions, ils sont absolument étonnés d'une sorte de développement extraordinaire de Moscou. Moscou change sous les yeux. Là où Sergueï Sobyanin marque des points par rapport aux autres candidats, c'est sa capacité à se conformer aux lignes que Poutine a fixées sur les aspects clés de la politique intérieure de la Russie, tout en restant discret sur la politique extérieure. C'est peut-être une stratégie de la part du Kremlin de laisser les potentiels successeurs en dehors de toutes ces questions internationales, car nous verrons plus tard que ce n'est pas le cas de tout l'entourage de Poutine. Enfin, un dernier point qui me paraissait essentiel d'évoquer avec Sobyanin, c'est sa gestion des contestations au sein de la capitale. Moscou, comme toutes les capitales d'ailleurs, est le vivier de toutes les oppositions politiques au régime. En 2013, il est réélu à 51,37% devant Alexei Navalny qui ne cessera de monter en puissance. Malgré les manifestations de masse, la pandémie désastreuse du Covid et les attaques de drones ukrainiens, Sobyanin continue de faire fonctionner la capitale en douceur, toujours selon une citation de l'AFP. Dans ce premier cas de figure, il faut, je pense, privilégier une vision de la succession à court terme. Bien que Mishustin et Sobyanin soient encore jeunes, leurs postes de Premier ministre et maire de Moscou ne sont pas définitifs, contrairement au règne de Vladimir Poutine selon évidemment son état de santé et son espérance de vie. Je veux dire par là que si ces deux technocrates jouissent pour l'instant de leur position avancée dans la hiérarchie, ils n'entretiennent pas d'ambition politique à long terme.
de par notamment leur position internationale quasi inexistante. Pourtant, il pourrait, en cas de nomination, favoriser une certaine récupération diplomatique et économique de la Russie, tout en continuant d'appliquer la doctrine poutiniste de longues années. La crainte de beaucoup de géopolitologues aujourd'hui se situe justement dans la radicalisation de la Douma, la chambre basse du Parlement. Alors comme d'habitude, le but de cette vidéo n'est pas de dire quel camp ou quel expert a raison, ni de diaboliser la Russie, je pense qu'elle le fait suffisamment elle-même, mais non, plutôt de s'appuyer sur des faits vérifiables, rationnels. Encore une fois, toutes les sources sont en description. Toujours selon l'enquête Systema, on a pu retenir 3 successeurs qui seraient susceptibles d'intensifier la politique de Vladimir Poutine. La Russie est un peu entrée dans une sorte de cercle vicieux où le moindre assouplissement de guerre ou la moindre concession diplomatique serait perçu comme une humiliation. Et forcément, quand on arrive au pouvoir, on a envie de montrer aux yeux du monde qu'on est le digne successeur de Vladimir Poutine. Celui qu'on aurait tort de ne pas citer, c'est évidemment Dmitri Medvedev. Si son nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'il a déjà été président de la Fédération de Russie entre 2008 et 2012. Poutine, qui ne pouvait en fait pas exercer plus de 2 mandats consécutifs, a donc placé sa confiance en Medvedev. Et durant son mandat, il se démarque par un discours beaucoup plus modernisateur que Poutine, avec un discours orienté sur l'innovation technologique ou la mondialisation par exemple. On ne va pas revenir sur toute la vie de Dmitri Medvedev, ce serait trop long, mais ce qui est essentiel de savoir, c'est que même quand il était président de la Russie, Vladimir Poutine gardait un contrôle étroit sur tous les grands dossiers stratégiques. Après 2012, lorsque Vladimir Poutine revient à la présidence, Dmitri Medvedev reprend le poste de Premier ministre jusqu'en 2020, avant évidemment Mikhail Mishustin. Mais cette période, en réalité, elle marque un net déclin de son influence, les réformes qu'il prône stagnent et il se retrouve associé aux échecs économiques, aux sanctions internationales post-Crimée et surtout à l'impopulaire réforme des retraites de 2018 qui mine sa popularité. Quand Mishustin le remplace, Medvedev est un peu écarté des grandes responsabilités du Kremlin, même s'il en garde. Il devient alors vice-président du Conseil de sécurité. Pourtant, lui qui était perçu comme une figure modérée du libéralisme russe, va complètement changer sa rhétorique depuis le début de la guerre en Ukraine. Le coq gaulois sans cervelle ne peut renoncer à l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine, mais l'oiseau rauque et pathétique continue de chanter pour prouver qu'il est le roi du poulailler. Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество по сути вышло на последнюю грань опасности или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стало, скажем так, anglo-saxonская тусовка и ее корыстные игры. En ripostant pleinement, voire en lançant des frappes préventives, si nécessaire. Il adopte un ton ouvertement anti-occidental, parle de frappe nucléaire potentielle et adopte une ligne ultra-nationaliste. Et beaucoup associent ce virage à une stratégie de la part de Vladimir Poutine qui souhaite lui-même se faire passer pour quelqu'un de très soft à côté de son entourage. Mais plus largement, Medvedev semble aussi motivé par une volonté de se repositionner dans le système face à l'émergence de figures plus dures comme Alexei Dioumine ou Nikolai Patrouchev. Alexei Dioumine, c'est le 3e nom cité par les experts de Systema, derrière Mikhail Mishustin et Sergei Sobyanin. C'est un homme d'expérience et paradoxalement très jeune. À seulement 51 ans, il a travaillé en tant que garde du corps de Vladimir Poutine, chef adjoint du GRU, le service de renseignement militaire, et désormais gouverneur de la région de Toula. Et pour comprendre la popularité de Dioumine en Russie, il faut surtout le relier à son importance dans l'armée. En effet, l'oblast de Toula concentre les entreprises militaro-industrielles les plus importantes du pays, ce qui en fait un fournisseur crucial pour un armement de guerre. Alors Dioumine a commencé son ascension dans le GRU, bien sûr, le service de renseignement militaire comme on le disait, mais c'est également l'un des principaux artisans de l'annexion de la Crimée en 2014. Jusqu'à être nommé vice-président de la Défense en 2016. On lui accorde également l'évacuation d'urgence de Viktor Yanukovych, souvenez-vous, ex-président ukrainien qui était notamment pro-russe et qui a été condamné à l'exil suite aux manifestations de l'Euromaïdan en 2014. Et plus récemment, Alexei Dioumine a été chargé de repousser les attaques ukrainiennes dans la région de Koursk, et c'est en plus de la politique l'un des principaux amis dans le cercle rapproché de Vladimir Poutine, partage notamment une passion assez forte pour le hockey sur glace. Selon Mark Galeotti, un historien britannique, l'ascension de Dioumine est emblématique de la manière dont fonctionne Poutine.
c'est-à-dire identifier des alliés fiables, puis les mélanger d'une position d'autorité à une autre au sein d'un État russe tentaculaire. Et puisqu'Alexeï Dioumine est considéré comme un héros national par les Russes et qu'il est en plus de ça l'un des meilleurs amis de Vladimir Poutine, il ne serait pas étonnant que sa popularité le propulse très très haut dans l'organigramme. J'irais même jusqu'à citer Sergueï Markov, ancien conseiller du Kremlin, qui a déclaré « C'est considéré comme une confirmation que Dioumine est le futur président de la Russie, le choix de Poutine. » Rien que ça. Si Alexeï Dioumine incarne la nouvelle génération de Siloviki, Nikolaï Patrouchev en représente l'ancienne garde, celle qui a façonné le système sécuritaire russe depuis ses fondations post-soviétiques. Nikolaï Patrouchev, c'est l'un des visages les plus influents du cercle rapproché de Vladimir Poutine, et selon de nombreux observateurs, l'un de ceux qui incarnerait le mieux l'idéologie dure du Kremlin. À 74 ans, il possède un parcours impressionnant dans les services de sécurité russes. Ancien directeur du FSB de 1999 à 2008, il occupe aujourd'hui le poste stratégique de secrétaire du Conseil de sécurité. Sa réputation repose avant tout sur une loyauté absolue envers Poutine et sur un discours particulièrement virulent à l'égard des Occidentaux. C'est le conseiller de Vladimir Poutine, Nikolaï Patrouchev, vous le connaissez, qui s'exprime dans une interview et il se montre pour le moins très agressif. Il parle de l'Ukraine et des buts de guerre de la Russie. On comprend que les buts de guerre de la Russie n'ont absolument pas changé. Et sur l'Ukraine, regardez, il est possible que l'Ukraine cesse complètement d'exister au cours de l'année 2025. Pour plusieurs analystes, Nikolaï Patrouchev, c'est davantage un garant de la ligne dure en cas de transition politique plutôt qu'un potentiel successeur de Vladimir Poutine. 64 ans, c'est un âge assez avancé. Sa présence rassurait surtout les Siloviki, ce réseau puissant dans le renseignement ou dans l'armée, en maintenant vraiment ce cap idéologique. En revanche, son fils Dimitri Patrouchev représente au contraire la montée de toute une nouvelle génération de leaders. Moins marqué par le parcours des services secrets que son père, il se distingue par ses compétences économiques et son réseau politique en expansion. Proche des élites régionales et de certains milieux industriels, Dimitri Patrouchev incarne vraiment un profil intéressant, à la fois héritier d'une influence familiale très nationaliste et en même temps capable d'apporter une modernité qui pourrait vraiment séduire une partie de la population. Bon, quels que soient les noms cités dans ce cas de figure, la géopolitique mondiale devra s'attendre à un durcissement brutal de la Russie post-Poutine. Tout particulièrement la famille Patrouchev et sa haine de l'Occident, Medvedev et son animosité presque caricaturale depuis le début de la guerre en Ukraine, ou encore Alexeï Dioumine pour ses multiples interventions militaires ou à l'international. Avant de citer les derniers noms qui pourraient jouer les outsiders, il y a une branche de l'État qui aura clairement un rôle à jouer dans la passation du pouvoir. Ces acteurs, ils sont appelés Siloviki ou Silovark lorsqu'ils exercent une pression économique. En Russie, les Siloviki constituent en réalité la colonne vertébrale du pouvoir de Poutine. Ils désignent des personnalités issues des structures de force, que ce soit au sein du FSB ou du GRU pour le renseignement, mais également dans les forces armées et l'économie via des entreprises publiques stratégiques. Justement, certains noms qu'on vient de citer comme Dioumine ou Patrouchev sont des exemples parfaits de Siloviki influents au sein du système. Apparaissant à la fin des années 1990 avec l'ère Poutine, les Siloviki ont progressivement renforcé leur présence dans les sphères du pouvoir, remplaçant bon nombre d'oligarques et technocrates de l'ère LT. Aujourd'hui, on estime leur nombre à 4,5 millions, soit 6% de la population active russe. Et clairement, leur influence dépasse la simple notion de sécurité. Ils interviennent dans les nominations, la politique étrangère et même les choix économiques, d'où leur appellation Silovark. Mais donc, quel rapport avec la succession de Poutine ? Bien, pour faire simple, leur pouvoir sur le nouveau dirigeant serait clairement à double tranchant. Soit un durcissement de la doctrine basée sur la répression interne et la confrontation avec l'Occident, soit l'émergence de quelques rivalités au sein des clans. On a évoqué leurs chiffres, plus de 4 millions et une centaine de structures. Les Siloviki sont loin de constituer un bloc monolithique, et ce, malgré leur loyauté à Poutine. À la mort de Vladimir Poutine, on pourrait également évoquer la possibilité d'une fragmentation du pouvoir, non pas sous la forme d'un effondrement total, mais plutôt par une montée en indépendance des différents centres de pouvoir régionaux. Il existe 89 sujets administratifs en Russie, à l'intérieur desquels on compte 46 oblasts, vous savez, ces régions plus ou moins autonomes rattachées à la fédération. Mais parmi eux, on compte encore 24 républiques différentes qui jouissent par exemple de leur propre constitution, de leurs propres organes législatifs
ou même de leur propre langue. C'est logique en vrai, puisque la culture ne sera pas la même en Sibérie orientale que le long de la Volga par exemple. Il existe alors une probabilité où les gouverneurs de certaines oblasts stratégiques, qui sont en réalité des barons régionaux, pourraient profiter de la transition pour chercher notamment à accroître leur influence, accroître leur pouvoir par la mort de Vladimir Poutine. Les oligarques au même titre chercheront sûrement à sécuriser leurs intérêts face à l'incertitude politique. Dans ce contexte, Sergueï Kirienko pourrait par exemple jouer un rôle central. Celle qui est un petit peu moins visible mais qui est aussi très intéressante porte un autre nom. Il s'agit de Sergueï Kirienko. Sergueï Kirienko, lui, il a 10 ans de moins que Poutine, il est né en 62. Alors il a été très brièvement Premier ministre de Yeltsin. Il a eu ce déshonneur, enfin cette partie très désagréable d'annoncer la cessation de paiement de l'État russe. Donc c'est un homme qui a une solide formation et il est au Kremlin depuis octobre 2016, dans une position qui n'est pas extrêmement exposée. Il est le numéro 2 de l'administration présidentielle et il a mis en place notamment une espèce de concours qu'on appelle les leaders de la Russie. On voit toute une jeune génération monter à différents postes, alors du pouvoir régional, parce que les gouverneurs sont finalement les patrons d'une région, mais d'une région qui peut faire la taille pratiquement de la France. Tous les nouveaux gouverneurs sont passés par l'école de gouverneurs de Kirienko, qui est une sous-catégorie de ces leaders de la Russie. Sergueï Kirienko, pour compléter son portrait, c'est aussi l'homme qui transforme les idées de Poutine en actions concrètes. Depuis 2016, c'est vraiment lui qui pilote la politique intérieure de la Russie. Il supervise les gouvernements régionaux, choisit les candidats adoubés par le Kremlin pour le Parlement et aide à coordonner la répression de tout. Alors il pourrait tout à fait succéder à Vladimir Poutine dans le cas d'une succession stable, mais de par sa position d'influence par rapport à toute une nouvelle génération de leaders, Sergueï Kirienko serait également en capacité de prendre les rênes de la Russie en cas de fragmentation régionale. Avec certaines concessions évidemment sur la politique intérieure et les sanctions occidentales. Quant à l'hypothèse d'un soulèvement populaire, elle reste assez improbable à l'heure actuelle. Que ce soit le contrôle des médias, la répression politique ou l'absence d'une opposition structurée, ça complique vraiment l'émergence d'un de grande envergure capable de renverser l'ordre établi. Le seul facteur qui pourrait peut-être pousser la population à se révolter, ce serait une débauche complète sur le front de la guerre ou une contre-attaque massive des Ukrainiens, mais ça, on en est encore loin. En dehors des figures déjà évoquées, le spectre des possibles à l'ère post-Poutine reste quasiment infini. Certains scénarios mettent en avant une succession purement institutionnelle, avec Vyacheslav Volodine, président de la Douma, garant d'une continuité politique et parlementaire. D'autres misent sur des militaires de haut rang, comme Valery Gerasimov, chef d'état-major, ou encore Andrei Belouzov, ministre de la Défense et économiste de métier. On peut également imaginer un rôle accru pour les services de sécurité, avec Alexandre Bortnikov, chef du FSB, malgré son âge avancé. En cas de rupture complète du régime, bien sûr la liste ne se limiterait pas aux loyaux de Poutine. Je pense à Alexei Navalny, qui était le politicien de l'opposition le plus en vue avant sa mort en prison en février 2024. Il y avait autrefois Boris Nemtsov, assassiné en 2015, ou encore Mikhail Khodorkovsky, aujourd'hui exilé à Londres. Mais depuis, les principales figures d'opposition ont été écartées ou réduites au silence, à l'image d'Evgeny Prigojine, commandant du groupe Wagner. Souvenez-vous, Prigojine avait été auteur d'une grande vague de panique dans le pays lorsque ses troupes Wagner s'étaient rebellées en annonçant leur volonté de marcher sur Moscou. 2 mois plus tard, des cadres du groupe paramilitaire, dont Evgeny Prigojine, meurent dans un crash d'avion, accidentel ou non. En conclusion, il faut bien garder à l'esprit que tout ce que nous avons évoqué ici relève vraiment uniquement de l'hypothèse. Ces scénarios, ces figures politiques et ces recompositions ne sont qu'un éventail de situations imaginables dans la Russie post-Poutine et non des prévisions fixées. En 2025, Vladimir Poutine reste en bonne santé et son régime paraît solidement ancré, avec un pouvoir qui ne montre aucun signe de faiblesse. L'avenir reste donc, pour l'instant, fermement entre ses mains.